D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation. Et sans tarder, c'est la parole à mon ami, le professeur Chakra qui est professeur d'hématologie à la faculté de médecine de Casa et présidente de la société marocaine d'oncopédiatrie. Donc, il va traiter le diagnostic et le suivi des enfants atteints de cancer, qu'est l'approche du médecin de première ligne. Donc, je tiens juste à préciser qu'il y a une volonté politique pour améliorer la prise en charge des enfants cancéreux, que le Maroc a été choisi comme pays pilote par l'OMS pour améliorer cette spécialité dans le reste du continent africain. Et grâce aussi aux efforts de l'association de l'enseignement. Donc actuellement, on est à 6 unités au Maroc, donc à Oujda, à Fès, à Marrakech, à Rabat, et 2 à Casa, l'une à l'hôpital 20 août et l'une à l'hôpital d'enfants. Donc vous pouvez adresser vos patients. Voilà. Donc à vous la parole, Madame. Merci beaucoup, merci cher ami. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Et je commence par vous remercier par rapport au choix du thème, justement. Et je dirais tout de suite pourquoi. Initialement, c'était que pour le thème en soi et on verra ensemble pourquoi. Mais ensuite, je vous remercierai encore plus par rapport au contexte, justement, qu'a précisé tout à l'heure professeur Bouskaoui, c'est celui de la réforme et des changements éventuels qui vont avoir lieu par rapport aux études médicales. Et ça va nous référer à revenir aux bases, justement, et à ne pas s'acharner sur tout ce qui est ultra spécialisé, oublier les fondamentaux, justement, le basique, justement, du diagnostic. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on va s'attarder, sur laquelle on va s'attarder. Et puis, une autre raison pour le choix et la pertinence du sujet, c'est le circuit du patient. C'est établir entre nous et rétablir, je dirais, pas établir, rétablir le circuit entre nous, bien sûr, sur le pilier, dont le pilier principal est la communication. Donc, quelques chiffres, justement. Le professeur Najibal a dit, nous sommes inscrits dans une optique, justement, d'amélioration de nos résultats. Mais qu'en est-il par rapport à la fréquence? Combien d'enfants sont atteints de cancer de l'enfant? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, moins fréquent? Pourquoi nous sommes là, justement? Si c'est pour que question de fréquence, est-ce que le cancer de l'enfant est fréquent? Non. Non, effectivement. Donc, peut-être pour gagner un peu de temps, j'avais prévu de poser des questions, mais bon, on verra. Donc, c'est pas fréquent. Donc, si on peut juger par rapport à la fréquence, on peut dire que c'est quelque chose de ne pas fréquent. Donc, à la limite, ça ne justifierait pas qu'on s'assoie dessus. Mais on verra qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ça mérite amplement qu'on soit dessus. C'est pas sa fréquence en soi. Il ne représente que 1 à 3% de l'ensemble des cancers en général. Mais il est grave. Il constitue la deuxième cause de mortalité dans les pays développés, pas dans les nôtres. Dans les pays en voie de développement, ça reste la cause infectieuse, mais dans les pays développés, chez un enfant de plus de 1 an, la deuxième cause de mortalité est le cancer. Donc on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais en même temps, elle représente une ampleur majeure de santé. Deuxième raison pour laquelle on doit s'attarder justement par rapport à la question du cancer, quel est son taux de survie par rapport à ceux de l'adulte ou en général? Donc globalement, si on peut avoir un chiffre, est-ce que c'est 50%? Est-ce que c'est 60, 70, 80, 90%? Effectivement, donc on est un peu plus de 80, donc on se situe entre 80 et 90%. Donc c'est la raison pour laquelle on doit diagnostiquer ces cancers et on doit bien les prendre en charge. Et c'est la raison pour laquelle le circuit patient
Et le médecin de proximité, le médecin que cet enfant a consulté en premier, a un rôle primordial justement pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir atteindre cette survie qui dépasse les 80% par rapport à ceux de l'adulte. Mais en fait, ces chiffres, ce sont des chiffres obtenus dans les pays développés et non pas, ça ne reflète pas obligatoirement. Ça ne reflète pas obligatoirement la réalité dans nos contextes de pays en voie de développement. Je voyais ici, j'espère que vous voyez bien, l'évolution des taux de survie des cancers. Donc, depuis les années 90 jusqu'à les années 2000. Et justement, c'est vrai qu'il y a des cancers qui se distinguent par rapport à d'autres, mais tous les cancers ont vu leur survie s'améliorer grâce justement, entre autres, au diagnostic précoce, bien sûr, aussi à la meilleure prise en charge. Et qui dit diagnostic précoce, dit bon circuit du malade, meilleure prise en charge, dit qu'il y a le médecin de proximité qui occupe une place primordiale dans cette amélioration des survies. Dans les pays en voie de développement, malheureusement, ces chiffres sont beaucoup plus bas, et donc c'est uniquement 20 jusqu'à 30% dans certains pays qui guérissent de leur cancer, comparativement à ce chiffre de 80% obtenu dans les pays développés. Et donc on se dit, pourquoi pas chez nous? Pourquoi chez nous, on doit encore continuer à voir mourir des enfants atteints de cancer, alors que le développement fait que dans les pays développés, 8 enfants sur 10, voire même 9 enfants sur 10, guérissent complètement de leur pathologie. Donc ceci, justement, on a dit, c'est grâce au diagnostic précoce, à la meilleure prise en charge, au bon suivi, où le médecin de première ligne occupe vraiment un rôle primordial dans cette boucle. Le cancer de l'enfant n'est pas celui de l'adulte. C'est tout à l'heure, par exemple, comme vous avez dit, tuberculose de l'enfant et lié à l'adulte, le cancer de l'enfant, c'est pas du tout un cancer de l'adulte. Il en est tout à fait différent, c'est une autre entité. Justement, c'est raison pour laquelle le pédiatre le connaît mieux. Il doit être soigné par des équipes spécialisées dans le traitement du cancer pédiatrique et non pas par des adultes qui vont adapter les protocoles à l'enfant. C'est vraiment parmi les messages sur lesquels on insiste. Et donc, il est différent par le type du cancer. Le type histologique des cancers d'enfants n'est pas celui de l'adulte. Donc, le cancer de l'enfant le plus fréquent étant les leucémies aiguës en premier lieu. Ensuite viendront les tumeurs cérébrales et les lymphomes. Donc, on voit clairement qu'il y a des particularités, que c'est tout à fait différent des cancers de l'adulte. Et donc, ils sont différents par le type histologique, oui, par la localisation, oui, mais ceci étant dû à un certain nombre de particularités de ces tumeurs. Ces tumeurs d'origine embryonnaire sont beaucoup plus agressives et donc il va se comporter de façon beaucoup plus agressive qu'un cancer de l'adulte. Ceci va impacter d'une part une évolution rapide entre les symptômes et l'évolution de la maladie. Un cancer de l'enfant, il y a certains cancers qui peuvent se multiplier, se dédoubler en 24 heures, donc la tumeur va grossir. Et d'autre part, donc, cette agressivité leur confère en fait un certain nombre d'avantages par rapport à la sensibilité au traitement. Le fait que la tumeur soit agressive, elle va être beaucoup plus sensible au traitement et en l'occurrence à des chimiothérapies que l'enfant va pouvoir supporter. Donc dans nos traitements du cancer pédiatrique, on va être encore plus agressif que de traiter un adulte. Et donc, ça on l'a dit, croissance rapide. Et donc cette croissance rapide va nous amener à diagnostiquer vite un cancer sur le plan voulu, parce qu'il va grossir, mais aussi il va avoir des conséquences métaboliques. On va en voir tout à l'heure dans les urgences qu'il y a des conséquences métaboliques. J'en disais tout à l'heure par rapport à la cytoponction. L'intérêt, c'est de détecter ces cancers qui sont agressifs rapidement pour pouvoir gérer sur le plan symptomatique toutes les urgences qui vont en découler, parce que la gestion de la mortalité immédiate au décours d'un diagnostic de cancer impacte significativement le pronostic et la prise en charge de ces enfants atteints de cancer. Cet enfant, il est petit, il est en phase de croissance, si on va l'agresser, on va le traiter par un traitement agressif, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie bien évidemment. Il va devoir encaisser ceci, mais sous une condition sine qua non, c'est le recours à des soins de support qui vont venir supporter ce traitement agressif auquel on va exposer cet enfant. Et encore une fois, où le rôle du médecin, le pédiatre de l'enfant est primordial parce qu'il va accompagner ce traitement justement sur le plan soins de support et traitement symptomatique. Ensuite, cet enfant, on a dit, on va le guérir, 8 à 9 fois sur 10,
mais il faut quand même qu'il grandisse sans séquelles. Donc on ne doit pas non plus l'agresser et entraîner des séquelles à long terme. Et c'est là aussi encore où son pédiatre joue un rôle très important dans le suivi de sa croissance, dans la reprogrammation de ses vaccinations, etc. Parce que c'est un enfant qui va grandir, qui va continuer sa scolarité, qui va se marier, qui va procréer, etc. Donc vraiment, ce sont toutes ces particularités qui font qu'on est tous réunis ensemble pour justement parler du circuit du patient et de l'intérêt du médecin de proximité dans la prise en charge de ce cancer. La prise en charge du cancer pédiatrique est une prise en charge pluridisciplinaire. Certes, on a besoin du diagnostic, donc on a besoin de radiologue, on a besoin d'anatomopathologiste, on a besoin du chirurgien, de l'hématologue, oncologue, pédiatre, mais aussi on a besoin du médecin, du pédiatre, du généraliste, d'autres vraiment spécialistes tout autour de cet enfant. Donc justement, ce médecin de proximité, qu'on est tous aujourd'hui réunis autour de ce terme, va devoir penser à ce diagnostic précocement, donc va orienter en fonction de la symptomatologie clinique un certain nombre d'examens complémentaires pour asseoir et confirmer le diagnostic, va devoir le transférer, l'adresser au centre spécialisé, donc il doit avoir une communication entre le pédiatre et le centre de référence qui doit s'occuper du traitement de ce patient, et il doit avoir un retour justement, chose qui ne se fait malheureusement de moins en moins. Ce pédiatre a le droit et doit avoir le retour de l'oncologue pédiatre traitant pour justement pouvoir accompagner cet enfant dans le suivi, dans la prise en charge. Et la prise en charge ne s'arrête pas une fois l'enfant il est référé au centre de référence. Donc justement, c'est une boucle où le médecin de proximité, bien sûr, occupe le rôle central, avec bien évidemment un axe très important qui est celui de la communication. Si on ne communique pas entre nous, on ne saura pas si l'enfant a été reçu, pas reçu, s'il a ses rendez-vous, s'il n'a pas ses rendez-vous, s'il relève de la région, où est-ce qu'on doit le confier, etc. Donc vraiment, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a un livre... Il y a un livre qu'a rédigé Madame le professeur Msfala Elawi qui est destiné justement au diagnostic précoce et au rôle du pédiatre dans justement toute la démarche et toute la stratégie de diagnostic précoce du cancer de l'enfant. Donc évoquer le cancer, prescrire et analyser les examens de première ligne. Et là, c'est vrai qu'en préparant les diapositives, je disais, bon, quand même, on finit par faire des scanners, on finit par faire des IRM. Donc, à la limite, pourquoi on va s'attarder sur l'échographie, sur la radiologie? Mais parce qu'on vous le disiez tout à l'heure, nous sommes dans une ère où les gens vont peut-être perdre le raisonnement par rapport aux basiques. Et encore une fois, on est devant des urgences. Et croyez-moi, parfois, la cause du retard diagnostique en est une prescription d'un examen complémentaire que l'enfant n'a pas pu réaliser, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce que son cancer lui-même lui contre-indique une anesthésie générale, par exemple, pour pouvoir passer en IRM ou en scanner. Donc on doit devoir se réunir, se concerter entre nous pour se dire, peut-être dans ce cas, est-ce qu'on va se passer de ce moyen diagnostique, est-ce qu'on doit insister pour avoir cette étude anatomopathologique ou cette biopsie ou ce scanner, etc. Donc de l'intérêt justement de discuter et de communiquer avec le centre de référence qui justement discute tous les cas en réunion de concertation pluridisciplinaire pour justement décider quels moyens diagnostiques et quels moyens thérapeutiques. Bien sûr, le pédiatre, donc une fois il va orienter l'enfant vers le centre de référence, il doit informer le patient et sa famille et surveiller le malade après le traitement en coordination avec le centre de référence. Donc l'expression clinique du cancer de l'enfant est assez particulière dans la mesure où c'est variable, ça va varier en fonction de l'organe atteint justement. Et l'autre particularité qui n'est pas spécifique à l'enfant mais qui existe aussi, c'est que le cancer peut se manifester par une localisation secondaire. C'est le cas du neuroblastome par exemple, qui peut être diagnostiqué suite à une métastase. Donc devant chaque symptomatologie rapportée par l'enfant, par les parents en consultation pédiatrique, on doit s'acharner à l'anamnèse, à l'examen clinique et au raisonnement justement diagnostique pour asseoir, pour orienter l'enfant et poser le diagnostic positif du cancer. C'est sûr qu'on a besoin obligatoirement d'une confirmation histopathologique
tout à l'heure, on a largement discuté, la biopsie doit être chirurgicale, sauf dans des situations où la tumeur est profonde. Et là, de plus en plus, on a recours à des biopsies justement guidées par l'échographie ou par le scanner réalisé par nos chers maîtres et nos chers amis radiologues. Et justement, il ne faut pas oublier le tout, parce que parfois on peut faire une biopsie ailleurs si on suspecte un lymphome, par exemple, avec un envahissement médulaire, ou dans le cadre de pathologie avec envahissement médulaire, on peut réaliser une biopsie médulaire qui va nous asseoir le diagnostic, au lieu de justement, non pas s'acharner, mais surtout la hantise, c'est de perdre du temps à pouvoir réaliser un prélèvement immédiatement, impérativement, sur le site suspecté, justement, si ceci s'avère difficile ou si ça va tarder un petit peu dans la prise en charge. Donc là, on passe. L'autre particularité de l'enfant, on a dit les cancers les plus fréquents de l'enfant, c'est les leucémies aiguës. Et les leucémies aiguës sont de diagnostic cytologique par une ponction à un médulogramme, une ponction donc médulaire. On n'a pas besoin de biopsie, on a plutôt besoin d'une aspiration cytologique, et le diagnostic, le temps du diagnostic est beaucoup plus court. Donc ça nous réfère justement à l'urgence et à ne pas tarder à demander, justement, tout à l'heure, Setcheni l'a dit, on en reçoit parfois des biopsies ganglionnaires avec un diagnostic de leucémie aiguë. Alors que le diagnostic de leucémie aiguë, c'est un diagnostic cytologique sur la ponction médulaire. Parfois, justement, la particularité de l'enfant, il y a certains cancers qui peuvent être uniquement confirmés sur les marqueurs tumoraux. On n'aura même pas besoin obligatoirement d'avoir recours à la biopsie. Le cas des tumeurs germinales, par exemple, on va juste les confirmer par le dosage des marqueurs tumoraux. L'alpha-fétoprotéine ou la CG-bêta sont suffisants. Des taux élevés avec une orientation radiologique, c'est une combinaison suffisante pour asseoir avec certitude le diagnostic de tumeur germinale et démarrer le traitement. Donc on ne va pas obligatoirement confier l'enfant pour une biopsie chirurgicale qui risque de retarder son diagnostic. Et puis, il y a des particularités, comme le cas du rétinoblastome, il n'y a plus avec nous Madame Maktani. Donc, le rétinoblastome est un diagnostic posé uniquement, exclusivement, sur le constat de l'ophtalmologiste à l'examen du fond d'œil, complété éventuellement par l'IRM, donc pas du tout recours ni à une biopsie, ni à une cytologie, ni marqueurs tumoraux. Et également, le cas des tumeurs du tronc, là aussi, qu'on va traiter directement sur des arguments radiologiques. Donc un petit cas pour un petit peu se mettre dans la vie réelle. Donc un petit garçon de 3 ans chez qui la maman a constaté une augmentation du volume abdominal au bain, et que 3 jours plus tard il va présenter une hématurie macroscopique. Et c'est un enfant qui se porte tout à fait bien, il court, il joue. Il n'a pas d'altération générale, il n'a pas de fièvre, il n'a aucune douleur. Et à son examen, donc il a une masse qui donne le contact lombaire, et le reste est tout à fait asymptomatique. Je suppose que je fais allusion à un néphroblastome, mais en fait, justement, je fais allusion à ma question, c'est les signes d'orientation déjà. Donc, sur le néphroblastome, le signe qui nous a orientés vers l'origine rénale de la tumeur, ça va être l'hématurie, effectivement. C'est pour nous dire qu'on doit vraiment prendre le temps de recueillir un certain nombre de signes d'orientation pour orienter notre diagnostic. Deuxième chose, c'est l'examen qu'on va demander en première intention, c'est en l'occurrence l'échographie abdominale. On ne peut pas se précipiter directement pour demander, même si le scanner va être obligatoire pour le diagnostic de néphroblastome, mais on doit s'orienter parce qu'il y a d'autres diagnostics qu'on peut éliminer directement sans avoir recours au scanner, ou même pour préparer justement avant d'avoir recours au scanner. Donc l'échographie abdominale est l'examen de choix. Je parle sous votre contrôle, c'est-à-dire. Donc c'est l'examen de choix justement dans l'exploration des masses abdominales de l'enfant, et ça nous apporte vraiment grand, et ça nous oriente par rapport aux autres examens complémentaires qu'on doit demander. Ça permettrait d'éliminer ou d'attirer nos attentions par rapport à des urgences, à quand est-ce qu'on va programmer une biopsie, si on doit orienter directement l'enfant vers le centre de référence, et c'est là où il va compléter le reste de la batterie des examens nécessaires, etc. Donc ici, c'est l'échographie de l'enfant en question. Et donc,
l'examen clinique est primordial justement par rapport, tout à l'heure on parlait des caractéristiques de l'adénopathie, tout ce qui est consistance, tout ce qui est localisation, c'est très important aussi dans les masses abdominales. La consistance, le siège, la mobilité sont très importants. Et puis, comme j'ai illustré avec ce cas clinique, les signes associés, les maturies, des malformations associées et l'échographie, il faut vraiment lui donner toute la valeur sémiologique qu'elle apporte justement en termes d'orientation par rapport aux causes d'une masse abdominale chez l'enfant. Donc, le néphroblastome, c'est ce que j'ai illustré comme cas, mais il y a les autres causes de tumeurs abdominales, notamment les lymphomes. On disait tout à l'heure le recours à des cytoponctions, etc. Ben, si justement l'échographie, le radiologue répond suspicion de lymphome, notamment parce que la masse est intra-abdominale, parce qu'elle est centrée par la lumière digestive, parce que ça fait plutôt des ganglions de grosses adénopathies abdominales ou une tumeur centrée par la lumière digestive, on va pouvoir penser ou évoquer le lymphome et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le lymphome de Burkitt étant une grande urgence diagnostique et thérapeutique. Donc justement, on doit rapidement orienter l'enfant. On doit surtout commencer par le traitement symptomatique du syndrome de Nice, la prévention du syndrome de Nice, avant de confier l'enfant vers le centre de référence. Les tumeurs ovariennes aussi peuvent constituer de véritables urgences diagnostiques et thérapeutiques, notamment chez les filles. Donc justement, c'est d'où l'intérêt de l'échographie. Donc voilà, les signes d'orientation peuvent être cliniques comme ils peuvent être radiologiques, notamment la présence de calcification fine peut orienter vers le neuroblastome et bien évidemment, vous le connaissez très bien, la présence de calcification structurée peut orienter plutôt vers une tumeur qui est mature, donc un tératome mature de l'ovaire par exemple. Ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez très bien si ça passe, une échymose ici. Donc c'est fortement c'est un signe d'orientation vers justement une métastase d'un neuroblastome. Voilà. Donc ici on a une masse de l'hypochondre gauche et le fait d'avoir une varicocèle aussi peut orienter vers l'origine rénale de la tumeur. Ici donc c'est un exemple. À un certain moment on pensait qu'on ne voyait plus ce genre de tumeurs, mais ces derniers temps on commence à les revoir de gros abdomens. À un certain moment, on recevait des enfants atteints de lymphomes abdominaux, je dirais atteints, je ne sais pas. Mais en tout cas, les 2 dernières années, on recommence à recevoir des enfants avec des abdomens vraiment pleins de tumeurs, des lymphomes avec de l'acide justement, et c'est là où l'échographie justement joue tout son rôle pour nous orienter. Quand on a de l'acide, quand on a de la tumeur, ça nous oriente pour pouvoir ponctionner l'acide et réaliser rapidement une cytoponction. Voilà, donc le diagnostic, certes, il doit être histologique, mais on s'oriente par rapport aux résultats de la cytoponction. Et je voulais aussi profiter pour passer un message, c'est qu'on ne doit pas du tout réaliser de biopsie chirurgicale quand on suspecte un lymphome, parce que de toute façon, il doit recevoir de la chimiothérapie, et on ne doit pas le guérir avec de la chirurgie, même si on estime être carcinologique, ça ne fait que retarder la prise en charge thérapeutique de l'enfant. Et c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure par rapport aux adénopathies cervicales. Si on pense que l'acte va retarder l'attitude thérapeutique, quand on a le lymphome en tête, il faut savoir qu'on doit faire vite et qu'on ne doit pas retarder l'enfant dans des procédures justement qui ne seront pas de toute façon carcinologiques. Et si c'est le cas d'un lymphome abdominal révélé par une invagination intestinale aiguë, donc il faut garder ça en tête en cas de tableau d'invagination intestinale secondaire justement. L'âge, les opère pas. Les adultes. L'âge de l'enfant. L'âge. Celui-là, je pense qu'il avait 3 ou 4 ans, je me rappelle. Il est grand de la Oui, il est grand. Donc ça, je pense que... Oui, ça, pardon. Ça, c'était le cas d'une tumeur ovarienne. Donc justement, le diagnostic est retenu sur l'élévation, l'ascension des alpha-fétoprotéines qui permettent justement de retenir le caractère malin de la tumeur ovarienne, tumeur germinale maligne, et qui répondent à une chimiothérapie première justement, avant le recours à la chirurgie. Là aussi, on a des exemples de prise en charge, je dirais, je n'ai rien contre les adultes, juste de prise en charge adulte, parce que les adultes, ils opèrent les tumeurs ovariennes, donc ils les enlèvent
Alors qu'en attitude pédiatrique, on doit d'abord demander les marqueurs tumoraux et c'est chimiosensible, donc on doit d'abord démarrer par de la chimiothérapie et par la suite en décision de concertation pluridisciplinaire, proposer la chirurgie secondaire. Donc si l'enfant il est pris en charge par des attitudes adultes, donc il peut justement retarder justement la prise en charge. Parfois c'est une catastrophe. Oui, je parle. Tumeur testiculaire opérée par un chirurgien d'adulte. Voie testiculaire. C'est affreux. Avant toute concertation de chimiothérapie première. Et après, il a fait des grosses adénopathies rétropéritonéales incroyables. Justement, c'est peut-être, je préfère plutôt raccourcir et laisser plus de temps à la discussion parce que c'est ça l'intérêt, justement, puisque nous avons, on verra que les enfants seront obligatoirement pris en charge dans des centres de référence qui, aujourd'hui au Maroc, ce sont les centres hospitalo-universitaires. Vu la lourdeur de la prise en charge du cancer pédiatrique, il y a quelques unités dans le secteur libéral qui le prennent en charge, mais la majorité des enfants sont pris en charge dans des centres hospitalo-universitaires avec des réunions de concertation pluridisciplinaire. Et justement, l'intérêt d'établir le circuit du patient, c'est de pouvoir contacter la RCP justement pour pouvoir discuter. Est-ce qu'on opère? Est-ce qu'on l'envoie? C'est vraiment une décision primordiale pour le pronostic, comme vous venez de me dire. Soit discuter la voie d'abord, soit discuter l'indication chirurgicale en elle-même, ou la voie d'abord. Et puis on verra aussi, c'est de raccourcir justement le délai entre le geste diagnostique et le début de prise en charge. Donc, parfois on tarde avant de récupérer le résultat d'études anatomopathologiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des tumeurs qui se dédoublent en 24-48 heures. Donc le temps que l'enfant arrive avec son diagnostic histologique en main, sa tumeur qui a été enlevée, retirée, elle va doubler, elle va réapparaître et doubler de volume. Donc finalement, on lui a pas réglé justement le problème de sa tumeur en se précipitant sur la chirurgie. Peut-être que je passerai plus vite. Justement, je voulais profiter de cette rencontre pour... je me suis bien rafraîchi tout à l'heure la mémoire par rapport à la radio pour moi. Il y a des choses qui ont commencé à m'échapper. Donc encore une fois, on se disait... on fait les scanners pour tout le monde, de toute façon on finirait par le scanner, oui, mais en termes de situations particulières, comme le cas ici de cet enfant, il y a du liquide, il y a des penchements, il y a également des penchements péricardiques, et donc avant de se précipiter et de réaliser le scanner, il faut vider un peu l'enfant, et surtout s'assurer qu'il ne va pas faire des complications au décubitus, au scanner, et a fortiori si c'est un petit enfant qu'on a besoin de sédater pour passer le scanner. Donc vraiment, il faut redonner à la radiographie pulmonaire tout son intérêt, toute l'importance la sémiologie qu'elle peut nous enseigner, et justement faire le nécessaire, notamment en termes d'évacuation de ponction pleurale, de coups de sang au niveau du péricarde, justement, pour justement ne pas se précipiter et se retrouver avec d'autres complications. Deuxièmement, l'étude cytologique du liquide pleural est suffisante, largement suffisante, pour orienter le diagnostic. Si on a des blastes dans le liquide pleural, on a un autre diagnostic d'hémopathie maligne. Certes, on aura besoin de type P, si c'est lymphome B ou T, etc. Mais de toute façon, on en a. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit soulager l'enfant, mettre de la corticothérapie, etc. Donc si on n'a pas déjà des éléments de diagnostic avant de mettre la corticothérapie qui est urgente dans ce cas de figure, on va rater le coup. On se retrouve, on a des exemples, on se retrouve avec des enfants qui ont complètement asséché leur tumeur, et chez qui on n'avait pas encore de diagnostic parce qu'ils étaient mis sous corticothérapie le temps qu'ils arrivent au centre de référence. Ça a permis complètement de faire fondre la tumeur, et ça va encore leur compliquer la chose s'ils développent un syndrome de Lise avec toutes les complications métaboliques qui en découlent. Donc l'intérêt de la radiographie de poumon est primordial avec toute la sémiologie que ça nous apporte. Oui, effectivement. Donc je passe un peu plus vite. Donc tout à l'heure on disait origine médiastinale, pleurale, pulmonaire, etc. Donc certes, si on parle d'hémopathie maligne, on est plus dans des localisations médiastinales et pleurales, d'épanchement pleural et d'adénopathie médiastinale,
Mais quand on parle cancer pédiatrique en général, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les hémopathies. Il y a toutes les composantes de la paroi thoracique qui peuvent être point de départ d'une tumeur maligne. Donc on a le médiastin, notamment le médiastin antérieur qui peut être siège de lymphome, mais aussi de tératome. Et on a le médiastin postérieur où peuvent naître du neuroblastome, donc en latéraux-vertébral. Et on a les composants de la paroi thoracique d'où peuvent naître justement des tumeurs osseuses ou d'autres tumeurs des parties molles. Donc plus on avance, plus on voit que justement la grande variété des tumeurs auxquelles nous sommes confrontés. Et pour chaque tumeur, pour chaque localisation, on doit prendre le soin de recueillir les éléments à l'anamnèse. Pour l'orientation diagnostique, c'est très important. Et je dirais que c'est un exercice justement qu'on fait avec les étudiants, etc. Mais peut-être avec le recul, on oublie de le faire avec soi-même et se dire notre orientation diagnostique, parce que c'est très important. De toute façon, on va chercher, on va trouver que ce qu'on a, qu'est-ce qu'on cherche, et on ne cherchera que des choses auxquelles qu'on connaît et auxquelles on a pensé. Voilà, donc peut-être je passe vite. L'ORL, ça y est, on en a eu. Mais on n'était pas d'accord à 100%. Sur Il y a du lymphome unilatéral. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit ça y est, on en a discuté tout à l'heure. Oui, le lymphome, je disais tout à l'heure, le lymphome de Burkitt, nous, normalement, le lymphome de Burkitt, il est soit localisation abdominale dans les pays occidentaux, dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est plutôt localisation mandibulaire. Et nous, au Maroc, on a on est un pays de transition, donc on a aussi bien la localisation abdominale que la localisation mandibulaire. Et on a parfois des enfants qui ont les deux atteintes en même temps, mandibulaire et abdominale. Et donc je disais on fait la biopsie, mais on peut s'orienter quand on a une masse mandibulaire par une cytoponction, donc en endobuccal si on peut, pour s'orienter justement par rapport à, surtout pour démarrer la prévention et la prise en charge des complications métaboliques qui en découlent. Tout à l'heure, il y avait Mme Kitani, donc le rétinoblastome, on doit y penser notamment devant une leucocorie et justement l'orienter pour un examen ophtalmologique qui doit être soigneusement réalisé pour ne pas passer à côté d'une tumeur rétinienne. Et vous l'aviez vu tout à l'heure sur la diapositive, le rétinoblastome vient en tête en termes de pronostic. Pratiquement tous les enfants guérissent. Et on est de plus en plus sur des attitudes de conservation. Donc on est de plus en plus sur des rétinoblastomes. Plus on les diagnostique tôt, mieux on peut leur proposer des attitudes conservatrices. On peut même conserver l'œil avec un traitement que local, chimiothérapie et traitement local. Et l'enfant peut guérir et garder sa vie et sa vue, les deux. Comment ? C'est joli, hein, sa vie et sa vue. Oui, exactement, parce qu'avant qu'on disait préservant sa vie, même s'il perd sa vue. Maintenant, on est dans une attitude de vie et vue, les deux. Donc effectivement, c'est un enfant, vous le connaissez mieux que moi, et en plus, il a une panoplie un polymorphisme clinique, il y a énormément de tumeurs, donc vraiment, on doit être polyvalent pour justement, en tant que pédiatre, raisonner et se dire, est-ce qu'on est devant une suspicion de cancer? C'est ce qu'on... Alhamdoulilah, les cancers ne sont pas fréquents. Et on ne va pas évoquer le cancer chez tout le monde. On ne va pas affoler les familles et dire à tout le monde a un cancer. Mais quand même, il faut se dire que notre rôle est primordial dans la mesure où ça impacte énormément le pronostic et la prise en charge. Donc, en fait, non, je n'ai pas encore fini. Si j'ai encore le temps, mais comme vous voulez. Ça, c'était le livre de Madame, quand je fais allusion, de Madame Francis. Je vais passer vite, en fait, parce que c'est la discussion qui m'importe. Le cancer de l'enfant est une urgence. Tout cancer de l'enfant. Il y a certaines particularités que je voulais traiter, mais on peut en passer. Mais le cancer de l'enfant est une urgence. Donc vraiment, urgence diagnostique et thérapeutique. C'est vraiment le message. D'ailleurs, il y a on peut passer. Et ces urgences, en fait, elles sont au diagnostic, elles accompagnent toute la phase du traitement et elles peuvent perdurer par la suite. Un enfant peut rechuter. Donc le pédiatre est toujours là pour guetter et pour traiter ces urgences justement que représente le cancer pédiatrique en soi. Ces urgences peuvent être vitales, il peut mourir, et peuvent être fonctionnelles. J'ai en consultation des 2-3 enfants
qui avaient des compressions médulaires pour un tératome malin, qui ont guéri de leur maladie, mais qui n'ont jamais récupéré de leur paraplégie. Ils ont grandi, ils avaient 1 an, 2 ans. Maintenant, ils sont grands, mais ils sont paraplégiques. Donc, c'est des urgences fonctionnelles que, éventuellement, si on les avait traités à temps, on avait levé la compression à temps. Et puis, encore une fois, rappelons-le, le cancer pédiatrique est très chimiosensible. Donc, vraiment, quand on s'oriente par rapport au cancer pédiatrique, on met de la chimiothérapie rapidement, on peut lever la compression médulaire rien qu'avec la chimiothérapie, non pas obligatoirement recours à un acte chirurgical. Donc vraiment, il faut qu'on garde en tête le côté fonctionnel de l'urgence. On n'a pas que des urgences vitales. Je passe vite. L'urgence vitale, vraiment, et là je dirais peut-être juste un mot, c'est la neutropénie fébrile. Si j'ai un mot à dire, neutropénie fébrile, c'est la fièvre qui va survenir au décours d'un épisode de neutropénie survenu suite à la chimiothérapie. Et s'il y a un message à retenir, c'est que l'antibiothérapie doit être démarrée dans l'heure qui suit. Au-delà d'1 heure, il y a le risque de choc septique qui s'installe et on peut perdre l'enfant, il peut mourir. C'est vraiment tout un parcours qui est réalisé de diagnostic au traitement et qu'une fois on va démarrer le traitement, on risque de le perdre en conséquence du traitement. Donc vraiment, l'heure d'or, c'est vraiment immédiatement après l'épisode fébrile, on doit démarrer l'antibiothérapie, d'où la raison justement pour laquelle nous sommes tous ici réunis. C'est vraiment la douleur, on peut en passer. L'hyperleucocytose, je vous ai ici mis un exemple vivant. Regardez combien il a de globules blancs, cet enfant, 121 000, 80. Vraiment, on dit aux externes, si c'était de l'argent, on allait être riche avec ces globules blancs. Vraiment, c'est énorme. Et donc, l'hyperleucocytose est une grande urgence, justement, diagnostique et thérapeutique. Et puis, le syndrome de Lise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la complication métabolique à craindre. C'est vraiment la complication métabolique qu'on craint chez les enfants, justement, atteints de cancer, et notamment lorsque nous sommes devant des grosses tumeurs à potentiel prolifératif élevé, en l'occurrence, le lymphome de Burkitt et les leucémies aiguës hyperleucocytaires. Ce sont deux situations largement et fortement pourvoyeuses de complications métaboliques. Donc c'est en rapport avec la destruction massive d'acides nucléiques, et le principal risque est celui de l'arrêt cardiaque dû à l'hypercalémie et aussi de l'hyperphosphorémie et de l'insuffisance rénale. Et ceci, on peut le prévenir et le traiter. On prévient ce syndrome de Nice, bien sûr en réalisant le bilan biologique, en hydratant, en orientant vite, et on a à notre disposition des médicaments qui ont complètement changé la donne, on a pratiquement plus de recours à l'hémodialyse, on a pu réduire notre taux de mortalité précoce grâce justement à la meilleure prise en charge, la meilleure prévention de ce syndrome de Nice, grâce à des médicaments justement qui doivent être, comme vous avez dit tout à l'heure, la tuberculine, ça aussi c'est des médicaments qui doivent être impérativement disponibles dans les centres de référence, parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est quelques minutes. Et je fais encore une fois référence, cette fois-ci à un livre qui a été rédigé par notre maître, professeur Harif, auquel on a pratiquement tous participé. C'est un livre avec une application justement disponible pour la gestion, la prise en charge des urgences en oncologie pédiatrique, justement parce que c'est intéressant et pour justement prévenir et traiter ces urgences rapidement. Donc le centre spécialisé, pourquoi on disait l'enfant doit être traité par le centre spécialisé dans sa prise en charge? Parce qu'il a besoin d'un tas justement d'intervenants pour aboutir au meilleur résultat et au meilleur pronostic du cancer pédiatrique. Au Maroc, je peux en passer, juste pour vous dire qu'on se situe à peu près dans les mêmes chiffres, 3,3%, et qu'elle a dit Nofissa, donc les enfants sont pris en charge dans les 6 unités d'oncologie pédiatrique au Maroc, donc à Oujda, Fès, Rabat, Casablanca et Marrakech. Bientôt, il y aurait les ouvertures d'autres unités à Tanger et à Agadir notamment. Et que je voulais quand même partager avec vous cette étude récente menée au Maroc. C'est une étude qu'on a réalisée justement dans le cadre de l'inscription dans le programme de l'OMS pour l'amélioration des résultats du cancer de l'enfant. Donc on a voulu savoir exactement qu'en est-il au Maroc. Et donc sur une étude menée en multicentrique auquel les 6 centres marocains ont participé entre 2017 et 2019, notre taux de survie actuel est aux alentours de 66%. Mais en fait, ça ne concernait pas toute la cancérologie pédiatrique. Ça concernait que
6 pathologies. Et à travers cette étude, je tiens à mentionner justement l'importance justement de la gestion des urgences et l'importance du diagnostic précoce, parce que plus on agit à la phase précoce du diagnostic et on prévient la mortalité précoce liée au cancer, mieux seront les résultats justement. Regardez la courbe ici, elle se casse rapidement au tout début, donc aux premières semaines. Donc si on arrive à franchir le pas des premières semaines, on va rejoindre des courbes qu'on retrouve justement sur les publications émanant des pays développés. Voilà, donc le progrès, vous y êtes. Et vraiment, on doit vraiment se mettre tous la main dans la main pour atteindre ces progrès en termes de cancérologie pédiatrique. La Société internationale d'oncologie pédiatrique a pour slogan qu'aucun enfant ne doit mourir de cancer. C'est vrai qu'on doit mourir quand même, mais ils disent pas de cancer. Et puis, je tiens à finir avec ce livre, justement, de Madame Fralawi, qui a rédigé un beau livre sur les enfants guéris, justement, parce qu'on veut que tous nos enfants que nous diagnostiquons vont, Inch'Allah, guérir, et grâce, bien sûr, à l'application de leur médecin de proximité. Merci. On vous remercie, Madame professeure Cherkaoui, pour cet exposé. Et nous sommes très heureux de vous revoir pour la deuxième fois. J'essaie de ne pas me dupliquer. J'espère que j'ai réussi. Est-ce que vous avez des questions? Comme pour la tuberculose en pédiatrie, on est perdu pour l'orientation de ces maladies. La même chose des cancers de l'enfant. Nous, à Jeddah, on dépend du centre de Casablanca. C'est ça? Oui, exactement. Et lorsqu'on fait un diagnostic de cancer de l'enfant, moi je mets CHU de Rose Dousafi. Donc le malade qui vient de la campagne est perdu, Une chose plus importante que celle-là, c'est que l'orientation des malades, c'est vraiment tout ce que vous venez de dire, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais sur le terrain, malheureusement, moi je suis confronté à des situations vraiment catastrophiques où le malade, tu l'adresses à l'hôpital, il leur demande de prendre un rendez-vous au niveau du cyber. Des compagnons qui ne savent même pas prendre rendez-vous cyber. أنا باقي كيحشموا مني شي شوية كندير ان بوتي بابيي صيفطو مدام معاني ولا جميلة الله يرحمها ولا فهمتيني وياخذوه. Mais là, moi je me rappelle, on n'avait pas tous ces moyens. Et le lymphome, à sa première échographie, la biopsie transpariétale est faite, le diagnostic est fait en 24 heures et le traitement le lendemain. Moi je pense que là, sur le terrain, il y a beaucoup de... Alors, je me permets déjà de... Merci beaucoup, parce qu'effectivement, à la limite, on peut supprimer toutes les présentations et vraiment discuter. L'intérêt du circuit du patient est très important. D'ailleurs, avec le ministère de la Santé, nous sommes en train de finaliser le plan cancer pédiatrique. Parce qu'il y a le plan cancer en général, mais il y a la version pédiatrique. Et avec la version pédiatrique, il y a un chapitre, un axe très important, c'est les axes d'orientation de l'enfant. Alors, deux choses. La première, les centres d'oncologie pédiatrique. Quand on dit centre d'oncologie pédiatrique, je dis le service où il va recevoir de la chimiothérapie. Quand l'enfant est adressé avec un diagnostic de cancer qui va être pour orienter vers le centre de l'unité d'oncologie pédiatrique, il ne prend pas de rendez-vous par cyber, il est pris dans le jour même dans l'urgence. Ça, c'est la particularité. Le problème où se pose, c'est quand on va suspecter, on va lui demander un scanner ou là une biopsie, c'est-à-dire les autres éléments. Une fois on a le diagnostic et on va l'orienter, il sera pris en charge. C'est moi qui a ni cyber ni rien. On peut en témoigner, donc il est pris en charge par une astreinte tous les jours. Il y a le médecin de garde qui le prend immédiatement, au moins dès qu'il chauffe.
Le problème où se pose, c'est quand on a besoin de scanner ou d'échographe de diagnostic, et on va l'adresser au CHU pour lui dire va prendre un scanner ou une IRM parce qu'on a suspecté chez vous une compression médulaire. Les rendez-vous d'IRM, c'est 1 an. C'est pour ça que j'ai souligné qu'on doit établir entre nous le contact et la communication pour pouvoir donner À ma connaissance, il y avait un comité constitué de radiopédiatres. RCP, oui. فهمتيني؟ La coordination doit être parfaite. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Ce qu'on attend de vous aussi, le feedback. Le feedback, on fait des diagnostics présumés, etc. Mais on ne sait pas ni le diagnostic final, ni le devenir du malade, etc. C'est ce qu'on disait là-dedans. Le retour, si vous voulez que tout le monde s'intéresse à cette prise en charge comme ça, il faut au moins, les moyens sont énormes. Un groupe WhatsApp, une copine, un résumé de la prise en charge, etc. Les emails, etc. Je voudrais apporter une remarque. Il y a 2 phases pour le traitement, pour le diagnostic d'une tumeur. D'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Je voulais juste aller dans le même sens, Moi, je mais... ne suis pas d'accord à 100% avec toi, cher maître. Alors, donc il y a l'étape diagnostique. Donc, l'étape diagnostique, d'abord, il faut envoyer le patient dans une équipe qui va faire le diagnostic. Parce qu'un malade qui a une suspicion d'une tumeur abdominale, on ne va pas l'envoyer au centre d'oncologie. Exactement. Sauf si le centre d'oncologie il a un service de chirurgie pédiatrique, viscérale, non. Il faut l'envoyer dans un service qui va s'occuper des masses abdominales, en orthopédie, voilà, en ophtalmo. On va l'envoyer dans un centre qui va terminer l'étape diagnostique. Et une fois qu'il y a l'étape diagnostique, sûrement il y a un membre de cette équipe qui fait partie ou là qui a un contact Quand avec le la circuit RCP. il est ainsi établi, l'enfant ne tarde pas, effectivement. L'enfant tarde quand on demande un élément. Par exemple, on va l'envoyer prendre un rendez-vous de scanner ou d'IRM. C'est là où il tarde. Et d'ailleurs, avec l'équipe quand eux, ils reçoivent par exemple des renseignements cliniques mentionnant qu'il y a une suspicion de tumeur, c'est les radiologues parfois qui l'orientent directement vers le service d'orthopédie ou de chirurgie pour faire vite, justement, parce qu'il doit être pris en charge et directement, dès que la radiologue elle fait le scanner et elle suspecte une tumeur, elle le passe en RCP. Comme ça, on a le diagnostic rapidement. On n'a pas le droit. La première, Le malade يرجع للميدسان ديالو للبيدياتر ديالو. يرجع للجديده ويمشي من الجديده لا للزمامره. جديده راني كنعيط في التليفون. Là, mais dans le même sens. Là. Quand il s'agit d'un malade qui vient de loin, je prends le téléphone, كنعيط للميدسان البيدياتر نقول له الله يرضي عليك ها واش كاين اش ندير. شوف واش est-ce qu'il a les moyens يمشي للسيكتور بريفي واش il n'a pas les moyens نصيفطو انا moi je pense que il est révolu هذاك l'âge on va relancer la balle كلها للCHU البريفي لا mais خليني سقسير اعطيني سقسير non mais سقسير je donne mon avis الله يرضي عليك انا ما كنلوم حتى شي لا وخليني نكمل سقسير ما سمعتينيش اش قلت دابا les collègues ils ont fait cette table ronde Oustad Allah يجزيه بخير il a bien exposé c'est un truc bateau c'est pas évident non mais attends ما بغيتش تسمعني انا سقسير انا je te vise pas ما عندي حتى مشكل دابا je donne mon avis ou chacun donne son avis انا تنقول il est temps de les gens communiquent ويجلسوا سي فاسيل قبل حتى حنا الوزاره تنقول هذيك الوزاره ما تدير والو هذيك لا ديريكسيون ليبيديمولوجي ما تدير والو هذيك لا ديريكسيون on sait pas qui fait quoi mais lorsqu'on a communiqué à commencer à monter le pont et commencer à travailler on commence à avoir ses repères même chose نقول لك في مراكش لي بيديات خاصهم بريبي يقلبوا على لي ريفيرون في CHU انا متفق معك سي قصير بين المريض ما يمكنش تصيفطو كوم سافوار CHU وهذه يبدا يضر ويعطيه رونديفو عنده كونسير متفقين هذه متفقين عليها استاذي بجليل انا اللي تنقول لك كلها خاصو يدير لي فور مثلا دو رشاد
خاصو يدير ليفور باش يقلب على ان ريفيرون مدني ولا الطاهر ولا هذا au niveau d'Ada, un coup de téléphone, est-ce que vous pouvez... Les malades comme ça, ils ne doivent pas se noyer dans la masse. Et il faut une communication, il faut que les gens يقلبوا على les référents. أنا في مراكش je ne travaille pas tous les horaires. Maintenant, je choisis mes horaires pour que je puisse communiquer avec eux, discuter avec eux. Et je pense qu'il est temps. Un message n'est pas personnalisé. Moi, je pense qu'il est temps qu'on communique correctement entre les libéraux et les hospitaliers, entre les médecins de santé publique. On soigne le malade marocain, bien sûr, c'est clair, quelle que soit sa nationalité, bien sûr. Donc, il faut qu'on communique, parce qu'avec la communication, et l'urgence, تمشي rapidement. Et le malade qui demande de temps à être soigné, ça va prendre du temps. C'est dans le même sens que si Mohamed Bouskraoui. Il y a deux cas de figure. Soit qu'il y a effectivement, il l'a dit le professeur Youssi, un tableau évocateur et c'est les services de pédiatrie qui vont s'en charger. Et une fois le diagnostic fait, à ce moment, on va penser à un service où il va y avoir du traitement, etc. Voilà. Mais moi je pense que j'insiste sur quelque chose. Je pourrais inviter la redondance, j'allais dire ça, mais si Mohamed il a anticipé la communication. C'est-à-dire que nous, confrères et amis ici de l'association Tel Jdida, il faut qu'il y ait de la communication, un réseau. Et quand il y a un malade aussi grave que ça, et certainement je suis très sensible à ça, il y a la région, il y a des gens démunis. Alors quand tu l'injectes dans l'hôpital, c'est la folie. Nous-mêmes, on travaille là-bas et parfois tu es perdu. Hein. Donc c'est pas évident. Il faut travailler pour ce genre, en particulier pour ce genre de patient. Le temps presse. Il peut évoluer du jour au lendemain vers la catastrophe. Donc il faut en travailler en réseau. Si vous faites le diagnostic définitivement, il faut que vous ayez un référent. Vous l'appelez la RISMEN, le centre. Le centre d'abord. Le centre, il y a des difficultés. Il y a des difficultés de lit, de capacité. Il y a des équipes, que ce soit au 20 ou chez nous en P3, les gens travaillent à l'arrache-pied, mais c'est des malades qui prennent les lits, c'est des malades lourds, aplasie, post-chimio, traitement, etc. Donc c'est un problème. Alors, il y a aussi le problème de la capacité. On est en train de militer pour augmenter la capacité de lits. Les 15 ou les 20 lits, ce n'est pas suffisant pour le Grand Casablanca et la région. Ce n'est pas évident. Donc le problème de savoir suite en relief. Voilà. Donc pour la réponse d'Iliamère, il faut l'adresser au service de pédiatrie ici. Pas la peine. On va faire le diagnostic à ce moment-là. Ou là, il a qu'un gars. L'idéal, c'est de lui trouver. L'idéal, c'est de effectivement. Il faut communiquer. Voilà. Il faut justement, encore une fois, il ne faut pas qu'on oublie que la communication est importante parce que quand on l'adresse effectivement et on n'a pas la certitude, si c'est lui qui ne part pas, ça c'est autre chose. Mais au moins qu'on s'assure que effectivement il connaît le circuit et que l'équipe qui va l'accueillir, elle est au courant, elle est informée parce qu'effectivement on reçoit des urgences. Quand on n'a pas de place, quand on n'a pas la possibilité de les prendre, effectivement, on va être là un facteur de retard diagnostique. Mais si on ne peut pas le prendre, il risque de tarder parce que, vous le dites bien, il est loin. Alors que si on est averti, il y a des choses qu'on peut faire. Quand on dit RCP, quand on recevait à un certain moment des demandes de passer des dossiers en RCP pour le diagnostic. Pourquoi pas ? Par exemple, chirurgien et radiologue, etc., il y a moyen de faire le diagnostic. On veut juste que la vie, on veut anticiper et que l'enfant soit déjà dans le circuit. Pourquoi pas ? Comme vous venez de le dire, il y a des moyens de communication entre nous et tout le monde est accessible. Donc effectivement, c'est pour faciliter. Parce que si on envoie avec une lettre et on n'a pas de route ou rien, on ne sait pas s'il est pris ou pas, et vous venez de le dire, vous dites qu'ils ne les prennent pas, mais il y a des capacités pour prendre. Si on précise hospitalisation, on sait que c'est urgence, il n'y a pas de lit,
Par contre, il y a des choses qu'on peut faire en amont de l'hospitalisation. Mais on doit se concerter tous, on ne peut pas les faire dans l'hôpital de jour qui traite et la chimiothérapie, et les complications, et la transfusion, et le diagnostic. C'est des mesures de capacité. Donc on doit se partager la charge de travail entre nous. S'il y a des choses qu'on peut être réalisées à proximité de l'enfant, et pourquoi pas si on peut le faire, pourquoi pas, et envoyer l'enfant, une fois on a le rendez-vous, une fois on a le diagnostic, plutôt que de l'envoyer dans se baigner justement dans le Serge. Juste pour apporter mon témoignage dans ce sens-là. Moi, je suis installé, ça fait plus de 20 ans. J'ai mes correspondants enseignants au CHU Mohamed VI à Marrakech. La majorité d'entre eux, ce sont des amis. J'ai une patiente qui, la moitié, c'est du rural, qui risque d'être noyée. Et il suffit de les appeler, ils me rappellent, ils prennent toujours mes malades dans le jour même, soit ils me rappellent pour me donner le feedback, soit ils cherchent un résident. Ce problème, moi je n'ai pas là. Oui, on est devenus des amis. Donc ils sont السي القرطوري وانا قلت لك راك بيستولي انت ديما بيستولي انا هكذا جو بو با ريزودر لو بروبليم هكذا à côté de l'hôpital je peux pas résoudre. Il faut que tu t'installes à Séville. Je veux dire deux choses. On parle de circuit. Qui doit faire le circuit? C'est vous le service spécialisé. Attendez bien. ديروا واحد. Je ne sais pas un dépliant هذا وتوريو لو سيركوي لي بيدياتر اللي ما عارفينش شنو هو السيركوي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لو بروبليم دو بلاس. Il y avait des maisons pour les gens qui sont atteints de cancer. كانت داتهم لا سلمى هي اللي بداتهم. فهمتي؟ هاد لي ميزون ils rendaient énormément service. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? فعاد بقى يبنيو في السراب ويبنيو في السبيطارات. انا نبنيو دابور لي ميزون فين يريحوا الناس. Excusez-moi, juste pour si vous permettez. Effectivement, bien évidemment, c'est le patient en question. Et ces questions sont soulevées pour établir le circuit patient. C'est un des axes qui sont écrits et qui sont établis dans le plan cancer pédiatrique. Effectivement, et avec des particularités de région. L'idée, c'est que chaque région aura ses particularités. Une région qui se retrouve à proximité du grand centre, une région qui est loin. Donc c'est des choses qui vont être vraiment adaptées au terrain. Donc il y a on est au CHU et avec les collègues du ministère, donc qui vont faire la partie, tout ce qui est région, établir nous informer sur les particularités de région et le circuit de malade, il était déjà établi. Mais il n'y avait pas de retour justement et on ne savait pas, il est applicable, non applicable. Donc d'abord, les choses sur le plan cancer actuellement, il y a parmi les axes sur lesquels on a travaillé, mais on travaille, sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est le circuit patient en concertation avec l'équipe du ministère de la Santé. D'accord? Donc elle a dit, parce que le CHU, on est vraiment au stade فوق راسي وعينينا ولكن حنايا ماشي غير débordé. Donc non, impossible à réfléchir. À la limite, on reçoit les appels ou des baisse. Mais impossible de réfléchir le circuit. Pourquoi ne pas, pour soulager les hôpitaux centraux, c'est-à-dire les CHU, pourquoi ne pas transférer les schémas thérapeutiques malade avec son schéma? Tout ça, tout ça, j'aimerais bien avoir vos retours. Tout ça, on en fait part sur le plan cancer. Alors il y a toutes les choses qui peuvent être transférables, par exemple une dose de vincristine, une dose d'antibiothérapie, toutes les choses qui peuvent être transférables, on insiste et on encourage à ce que ça soit transféré. Par rapport aux maisons de vie, effectivement, ça a résolu énormément de problèmes, ça continue à le résoudre. Ils sont pas faits pour des malades urgents. Ils ne sont pas du tout faits pour des malades urgents. Ils sont faits pour des malades chez qui on a confirmé le diagnostic en intercure pour éviter l'éloignement, le transport. Alors, moi, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité d'informer le patient et le sensibiliser. Parce qu'il y a des enfants, des patients, puisqu'on parle d'enfants, qui traînent depuis 2 mois, 3 mois. Quand ils rentrent chez le médecin de première ligne qui pense au diagnostic d'une tumeur, quelle que soit cette tumeur, il faut qu'ils lui disent
probablement que tu as une tumeur, que tu as déjà un retard, qu'il faut que tu fasses, parce que sinon, pour que lui aussi, il se bat, il cherche, il doit chercher, On vous invite. m'excuserai de vous présenter le professeur Belhajiba qui s'occupe actuellement au service de pétrole de Leviathan en cours. Elle aimerait bien qu'elle sujet. Voilà donc. On fait tout le monde la connaît. Voilà donc merci pour l'invitation. En fait, من الريوغا باش يوصل عندك ماشي عندنا استاذ بالعجيبه غادي يكون عندنا ميدسان ريفيرون هي البروفيسور بالعجيبه. Je propose à l'usage des médecins, faites un guide de le circuit du malade. C'est avec le ministère, effectivement, sur le cadre du cancer qui sera établi. Merci pour l'invitation. En fait, j'ai géré un service CHU d'Oujda, un service de pédiatrie. J'ai géré l'unité d'hémato-oncopédiatrique. Donc, ça fait 12 ans que j'étais sur Oujda. Et depuis juin, j'ai eu ma mutation au CHU de Casa, donc au service de P3. Merci pour ça. Donc avec M. Akari et toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors il y a 2 unités, à l'hôpital 20 août et à l'hôpital d'enfants actuellement chez professeur Akari. Donc on travaille en équipe, il y a un RCP tous les mardis, on discute les différents malades, il y a un groupe WhatsApp qui est déjà réalisé et on staffe les malades ensemble avant de prendre toute décision. Donc la thématique d'aujourd'hui c'était insister sur le diagnostic, le circuit, le diagnostic précoce, parce qu'on continue à avoir des retards je donne certains exemples, on reçoit des patients traités comme RA pour des arthralgies, des douleurs osseuses, alors que c'est des leucémies, c'est des lymphomes. Bon, ça fait un bon moment que je n'ai pas vu de RA, professeur Bousclaoui. Et c'est des leucémies, c'est des lymphomes, on donne la corticothérapie, et ça ne fait que retarder le diagnostic. C'était le but essentiel de cette présentation. Le reste, on est d'accord. Il y a un plan d'action qui est en cours. Voilà. Il y a Mme Chakraoui qui est présidente de la Société marocaine d'hémato-oncopédiatrie aussi. On travaille en collaboration. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on vous invite à un pause café de 15 minutes.